L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique sur Radio Sensation, votre rendez-vous habituel du dimanche soir pour évoquer l'actualité locale et nationale pour le moins chargée cette semaine. Épisode 174, notre invité ce soir est Laurent Morin, le responsable départemental du Rassemblement national dans les Yvelines. L'hebdo politique. Laurent Morin, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Une actualité malheureuse, on chasse une autre en ce moment en France. La France attaquée une nouvelle fois, victime d'un attentat avec cette attaque au couteau survenue dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. 3 personnes sont décédées. Cette attaque suit évidemment de très près. C'était il y a 2 semaines, celle survenue à Conflans-Sainte-Honorine, avec cette fois-ci un enseignant tué par un terroriste islamiste à la sortie de son collège. Laurent Morin, en réaction aux événements à Nice, vous avez écrit via votre compte Twitter « Allons à la guerre », un message pour le moins surprenant. Contre qui doit-on partir en guerre et qui doit partir en guerre ? Surprenant, non. Je pense que par rapport à une série de faits qui se produit actuellement en France, depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, il y a une accélération ces dernières semaines et ces derniers jours, mais par rapport à ces faits et à la guerre qui nous est menée par un certain nombre d'individus en dehors du territoire, mais également sur notre territoire, nous avons le devoir de protéger les Français, de protéger l'intégrité de notre territoire, de protéger l'avenir de nos enfants. Et donc, il faut que nous puissions entrer dans le combat. Nous sommes aujourd'hui en légitime défense. Nous sommes attaqués depuis de nombreuses années. Et malheureusement, les gouvernements qui se succèdent depuis une vingtaine d'années n'ont pas pris la mesure de ce danger, de cette menace islamiste. Manuel Valls avait prononcé des mots de ce genre-là après les attentats de 2015 et 2016, la série très malheureuse aussi à l'époque. Il parlait déjà d'une déclaration de guerre. Oui, alors malheureusement, il parlait d'une déclaration de guerre, mais ça n'était qu'une déclaration d'intention. Ce n'était que des effets d'annonce. Il n'y a pas eu de véritable politique sécuritaire mise en place contre l'islamisation et l'islamisme dans notre pays, contre les terroristes. Et donc, il faut absolument, c'est là où je souhaitais en venir, il faut absolument mettre en place une législation de guerre qui nous permette, dans un état de droit préservé, de pouvoir lutter contre ce phénomène qui, il faut bien le dire, pourrit notre pays, terrorise les Français. Nous sommes déjà dans une situation, on en parlera tout à l'heure, très compliquée d'un point de vue sanitaire, avec un confinement qui réduit nos libertés. Nous sommes à l'heure actuelle dans une démocratie dégradée, et à cela s'ajoute la crise sécuritaire, la crise migratoire, et on en parlera également, la crise sociale et économique. À quoi correspond une législation de guerre, comme vous la nommez, tout en respectant l'état de droit? C'est ce que vous indiquez aussi ? Eh bien, je crois que déjà, il faut appliquer les lois qui sont votées, qui existent. Elles ne sont pas toutes appliquées. Nous pouvons d'ores et déjà, avec les lois existantes, expulser les islamistes qui sont présents sur notre territoire, qui sont identifiés comme tels. Le Premier ministre... Vous pensez au fichier S? Tout à fait. Ce qui est souvent mentionné par votre parti, par Marine Le Pen aussi? Tout à fait. Il y a 4000 fichiers S présents sur le territoire. Ces fichiers S doivent être immédiatement expulsés. Immédiatement expulsés, même s'ils sont présumés menaçants, ils sont pas forcément, ils sont surveillés pour potentiellement peut-être passer à l'acte. Ça ne veut pas dire que demain, quelqu'un qui est fiché S va causer un attentat dans une église ou autre. Bien sûr, mais je pense que les services de l'État font suffisamment bien leur travail pour que sur la liste de ces fichiers S ne soient pas inclus quelques personnes que ce soit qui ne représentent aucun danger. S'ils sont sur ces fichiers, s'ils sont fichés S, c'est qu'ils représentent de manière certaine un danger. Et je dirais que le principe de précaution, de toute manière, devrait s'appliquer, en tous les cas pour les fichiers S qui sont étrangers. Le principe de précaution qui s'applique par ailleurs sur d'autres questions, et notamment la question sanitaire, devrait s'appliquer
absolument et immédiatement sur ces étrangers fichés S, et ils doivent être expulsés immédiatement. C'est ce que ferait Marine Le Pen si elle était au pouvoir aujourd'hui ? Bien sûr qu'elle le ferait, c'est dans son programme, c'est dans ses déclarations depuis déjà un certain nombre d'années, elle le dit depuis très longtemps, et je dois dire que... tout en restant dans le droit, sans se faire retoquer, faire cela, vous croyez ? Je crois qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions qui peuvent aller à l'encontre, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que vous faites allusion à cette instance. Au Conseil d'État aussi, qui pourrait peut-être retoquer une telle mesure. Le Conseil d'État est sans doute un peu moins concerné. Je pense plus que la Commission européenne des droits de l'homme... la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme pourrait éventuellement retoquer ce genre de décision, mais je pense qu'il faut aller dans ce cas-là, puisqu'il en va de la sécurité vitale de nos compatriotes. Je pense qu'il faudrait aller au bras de fer avec cette Cour européenne des droits de l'homme. Alors vous parlez d'ennemis à l'intérieur du territoire, vous avez aussi mentionné des ennemis en dehors du territoire. Vous faites... mention, vous pensez là à des organisations terroristes ou à des hommes politiques aussi, des chefs d'État? On sait que c'est très tendu en ce moment entre Emmanuel Macron, l'État français, et le président turc Recep Erdogan. Est-ce que vous pensez à lui par exemple? Il y a deux catégories effectivement de responsables qui mettent de l'huile sur le feu, je dirais, en cette période. On sent bien que nous sommes dans un engrenage extrêmement dangereux d'un point de vue intérieur mais également extérieur. Les personnes auxquelles je faisais allusion, elles sont très clairement et également identifiées. Je pense à tous ces groupuscules terroristes qui sont par exemple dans le Sahel ou en Syrie par exemple, qui eux très clairement appellent à un certain nombre d'actes violents contre la France. Et contre lesquels justement la France agit, notamment en Afrique. Et contre laquelle, effectivement, nos soldats agissent dans le Sahel et également sur d'autres terrains d'opération. Voilà pour les ennemis, j'allais dire, identifiés. Et ensuite, il y a un certain nombre de responsables, effectivement, qui attisent la haine. Je crois que plusieurs responsables politiques l'ont dit ce matin et ces derniers jours. Et le président turc en fait partie. Mais d'autres responsables également de pays musulmans ont appelé à, je dirais, exprimer leur désaccord de manière ferme contre la republication des caricatures de Mahomet. Et je pense que là, nous sommes au cœur d'un combat, d'une lutte qui est tout simplement une lutte civilisationnelle. C'est-à-dire que ce sont les fondamentaux de notre société qui sont remis en cause, la liberté d'expression notamment. Il y a une lutte civilisationnelle, dites-vous, est-ce que vous pensez que justement il faut rentrer dans leur jeu et nous aussi, entre guillemets, montrer les muscles? Est-ce que c'est ça l'ambition de l'Europe de demain, des pays européens qui sont souvent montrés du doigt justement pour s'habiller d'une autre façon de voir le monde que Donald Trump, que Erdogan, que Poutine? Nous avons peut-être nous aussi une autre façon de faire, beaucoup moins, j'ai envie de dire... arrogante comme eux? Oui, en l'occurrence, cette manière de faire qui est en vigueur depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, ne fonctionne pas. Nous subissons des attaques répétées, de plus en plus violentes, de plus en plus abominables, de plus en plus nombreuses sur l'ensemble de notre territoire. Ce matin, donc, il y a eu, et vous me permettrez d'exprimer mes pensées les plus sincères aux familles des victimes et aux victimes de l'attentat qui a eu lieu ce matin à Nice. Juste, on précise pour les auditeurs, l'émission sera diffusée dimanche. C'est vrai que nous enregistrons jeudi, donc vous dites ce matin, mais vous faites mention à jeudi matin. Tout à fait. Je vous laisse continuer. C'était pas pour vous interrompre, c'était pour préciser pour les auditeurs. Très bien. Et donc oui, j'exprime mes pensées les plus sincères pour les familles des victimes, car nous sommes tous sous le choc. Pas sous la sidération, je crois qu'il faut oublier ce terme de sidération. Nous sommes sous le choc parce que la sidération reviendrait à dire que nous sommes surpris par ces attaques. Or, nous ne sommes pas surpris. C'est un choc, effectivement, pour les familles, c'est un choc pour la France, mais il n'y a rien de surprenant à ces attaques. C'est quelque chose qui était prévisible. On pouvait très facilement imaginer que ce modèle qu'on nous vend depuis un certain nombre d'années, le modèle du multiculturalisme, le modèle du vivre ensemble, allait exploser. Il explose aujourd'hui. Et à mon avis, nous sommes au début, malheureusement, d'un engrenage
qui va être terrible pour la France. Et qu'est-ce qu'il faut faire donc ? Est-ce qu'il faut rester, pour faire très court et schématiser, est-ce qu'il faut rester entre blancs chrétiens ? Non, la question n'est pas là. Il faut simplement se rendre compte d'une chose, c'est que nous avons dépassé depuis très longtemps le seuil acceptable pour une société, quelle qu'elle soit, de l'immigration en France. L'immigration, il y en a eu, il y en aura toujours. Ce sont les mouvements de population naturels, spontanés, et à la rigueur, contre ça, on ne peut rien faire, et à la rigueur, c'est normal. Ce qui nous handicape et ce qui pourrit notre société, c'est l'immigration massive, c'est-à-dire des décisions politiques qui organisent, qui favorisent et qui installent une immigration. Les chiffres ne disent pas tous cela quand on les observe. Il n'y a pas plus de migration aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, visiblement. C'est ce que disent les chiffres. Si on regarde les chiffres notamment de la Commission européenne de Eurostat, depuis le pic de 2015 et la crise migratoire, les chiffres ne cessent de baisser. En 2020, ils vont continuer à baisser avec la crise de la Covid-19. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que c'est un sentiment du fait des réseaux sociaux, des reportages parfois qui nous donnent cette impression d'une invasion, mais que la part des étrangers dans nos sociétés ne bouge pas beaucoup? Écoutez, il suffit d'aller dans n'importe quel cimetière de France pour voir que nos anciens, que le taux d'immigration dans les générations précédentes était bien inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, mais je pense que chacun des citoyens français peuvent voir de leurs propres yeux l'impact que peut avoir l'immigration sur notre pays. Il n'y avait pas, par exemple, autant de mosquées il y a 30 ou 40 ans. C'est bien que si ces mosquées ont été construites, c'est bien qu'il y a un public, des fidèles, qui n'étaient pas là avant. Ça, c'est une preuve incontestable. Donc l'immigration est effectivement une immigration massive qui change la nature de notre société. Et là où des individus pouvaient tout à fait s'intégrer auparavant, aujourd'hui, ce sont des peuples entiers qui arrivent, qui se communautarisent et qui fait que le vivre ensemble est impossible. Vous avez peur d'une guerre civile, d'une guerre aussi peut-être confessionnelle demain entre musulmans et chrétiens? Vous craignez ça, d'après vous? Bien sûr qu'on le craint, et le diagnostic... Vous n'avez pas peur que ça fasse un peu aussi, que ça joue le jeu de ce type de crainte en mentionnant peut-être les mosquées comme vous le faisiez? Écoutez, nous sommes basés sur des constats... Sur des constats réels, sur la réalité. Il n'y a pas de guerre civile aujourd'hui en France. C'est le constat aussi qu'on peut avoir. Pour l'instant, mais je pense que chacun est bien conscient que le risque existe. Je crois que le mot de guerre civile est de plus en plus prononcé par les responsables politiques. Je crois que c'est le ministre Cazeneuve qui avait parlé d'un face-à-face. Je crois que M. Hollande avait parlé d'une partition du territoire. Donc, parmi les plus hauts responsables politiques, l'idée qu'il puisse y avoir une confrontation entre différentes composantes de la société française est une idée qui commence à convaincre un certain nombre de personnes. Et je pense que les Français qui vivent au quotidien l'ensemble de ces problèmes liés à l'islamisation, à l'immigration, je pense qu'eux également ont fait ce constat depuis très longtemps. Et le problème, c'est que le parti auquel j'appartiens, le Rassemblement national, a fait ce diagnostic depuis très longtemps, et il était absolument prévisible que nous pourrions en arriver là. Aujourd'hui, je pense que la majorité des gens reconnaissent que le diagnostic était bon, et il faut maintenant appliquer effectivement des solutions pour essayer de manière sage de traiter ces problèmes-là, parce qu'effectivement, l'engrenage est le pire de ce qui puisse arriver pour notre pays et pour l'ensemble de nos concitoyens, y compris les citoyens musulmans. Je pense que personne n'a à gagner à une guerre. J'allais justement vous poser la question, Laurent Morin, en tant que responsable départemental du Rassemblement national, qu'est-ce que vous dites à des citoyens français qui sont pratiquants musulmans et qui viennent vous voir, qui vous disent qu'ils ne veulent pas être amalgués, qu'on les compare avec des terroristes et qui sont des citoyens comme tous les autres? Mais je pense que les citoyens musulmans, pour une part d'entre eux,
rejette effectivement ces violences qui sont perpétrées. Pour une grande part, d'après vous, une majorité ? C'est difficile à déterminer. Il y a malgré tout des sondages qui sont quand même alarmants, hein. Je crois que 74% des jeunes musulmans indiquaient, dans un sondage récent, que la charia devait s'appliquer au-dessus des lois de la République. Ce sont quand même des sondages qui sont... J'ai pas eu connaissance personnellement de ce sondage. Je vous l'indique. Avec Internet, on pourra laisser chacun vérifier. Vous pourrez vérifier, mais ce sont des sondages qui sont alarmants. Quand je parle d'une partie des musulmans qui ne se reconnaissent pas dans ces violences-là, oui, il est difficile de déterminer quelle est cette partie-là, mais en tout cas, ces musulmans qu'on appelle modérés, moi je les invite à s'exprimer publiquement pour dénoncer l'utilisation qui est faite par les plus radicaux de leur communauté, l'utilisation qui est faite de leur religion. Il faut absolument qu'ils se désolidarisent, et à partir du moment... Est-ce que vous demanderiez la même chose si demain une mosquée était attaquée ? Est-ce que tous les chrétiens devraient se prononcer, faire une vidéo en disant voilà, je ne partage pas... En l'occurrence, les chrétiens ne posent pas de problème. Hein, il y a eu une attaque à Bayonne. On va pas faire le concours des attaques. Ça ne mène à rien. C'est pas l'objectif. On peut pas comparer ce qui se passe éventuellement avec les chrétiens ou avec les musulmans. C'est absolument incomparable. On est bien tous conscients du fait que les problèmes que nous traversons aujourd'hui, que le pays traverse, sont issus d'une incohérence de comportement, peut-être, au sein de la communauté musulmane. En tout cas, c'est une problématique qui est liée à la communauté musulmane, et il faut donc que ces musulmans prennent position, rejettent les plus radicaux pour pouvoir aller de l'avant. On va peut-être essayer de passer ce sujet, parler du déconfinement, puisque c'est aussi la grosse actualité de cette semaine. Juste un mot encore, vous étiez ancien premier adjoint à Mantes-la-Ville. Est-ce que vous avez, remarqué des situations préoccupantes dans cette ville ? Vous êtes encore conseiller municipal d'opposition du fait de cette islamisation dont vous parlez. Est-ce que vous avez pu aussi lutter contre, puisque vous avez été à la mairie de Mantes-la-Ville pendant 6 ans avec Cyril Laude qui était le maire, est-ce que vous avez pu agir concrètement ? Est-ce que les recettes du Rassemblement national sont efficaces localement pour faire face à ces problèmes ? Eh bien, pendant la campagne de 2014, nous avions fait campagne contre un projet de mosquée à Mantes-la-Ville qui était porté par la commune de Mantes-la-Ville, par la gestion socialiste de l'époque, dans une opération tripartite avec la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, la CAMI. Il y avait donc une forme de clientélisme dans ce projet. Il y avait aussi un problème sur le financement et les risques que cette opération pouvait faire porter sur la commune. Il y avait aussi un problème sur la localisation de ce projet de mosquée, et donc nous y sommes opposés dès le début de notre mandat. De nombreuses procédures judiciaires ont été entamées. Malheureusement, le préfet des Yvelines lui-même s'est immiscé dans cette histoire, et lorsqu'on est une commune et que le préfet des Yvelines s'immisce dans cette histoire-là, évidemment, on est bien peu de choses par rapport à la puissance de l'État. Donc finalement, nous n'avons pas pu nous opposer comme nous l'aurions souhaité à cette mosquée, mais nous avons effectivement lutté contre et vous avez finalement aussi perdu les élections de 2020 dans un contexte particulier. Je voudrais qu'on passe désormais au reconfinement de la France, effectif depuis jeudi soir minuit. Nos mouvements sont désormais beaucoup moins possibles. On peut sortir pour aller faire les déplacements essentiels. Est-ce que vous pensez que ce reconfinement, même allégé, est proportionné à la menace sanitaire qui touche le pays ? Moi, ce que je retiens surtout de l'allocution du président de la République d'hier soir, c'est qu'il est dorénavant totalement inaudible pour les Français. Je pense que chacun a bien pris conscience que le gouvernement et le président de la République avaient menti pendant la première période de cette crise sanitaire, de manière répétée sur plusieurs sujets, les masques, les tests, et qu'à partir de là, la parole publique, la parole du gouvernement, la parole du chef de l'État est totalement décrédibilisée. Emmanuel Macron avait indiqué le 14 juillet, il affirmait qu'il serait prêt pour la deuxième vague. En l'occurrence, il a annoncé hier, je crois qu'il a même employé le mot « submergé ».
il est submergé. Le gouvernement est submergé. Les responsables Il semblerait publics sont aussi submergés. que les contaminations dépassent tout ce qui avait pu être Très bien, dit c'est possible. et prédit. Très bien, c'est possible. Mais comment peut-il, en l'espace de 2 mois, dire, d'une part, je serai prêt pour la deuxième vague, et 2 mois plus tard, se rendre compte qu'en fait, Donc il n'aurait pas Il est pas fallu prêt. reconfiner la population, d'après vous, C'est pas- assumer ses positions. c'est même pas si ce que- c'était c'est pas ce que je dis. trompé. C'est pas ce que je dis. Par contre, je dis qu'il y a un manque d'anticipation flagrant, et ce manque d'anticipation n'a pas débuté au mois de juillet. Ce manque d'anticipation a débuté dès le mois de décembre, parce que dès le mois de décembre, les informations sur cette crise sanitaire circulaient dans les services de l'État. Les décisions n'ont pas été prises, et la première des décisions qui n'a pas été prise, c'est bien entendu la maîtrise des frontières. Aucune frontière intérieure n'a été contrôlée, ce que faisaient par contre d'autres pays. Il est avéré que des avions arrivaient aux aéroports français et qu'il n'y avait absolument aucun contrôle sanitaire. C'est rédhibitoire. Et sur les mesures présentes, celles qui vont impacter la vie des Yvelinois qui nous écoutent dans les prochaines semaines, leurs activités qui vont être restreintes, l'activité économique qui va pouvoir tout de même se poursuivre, mais beaucoup de commerces qui vont rester fermés, le retour de l'attestation, vous pensez que ça va être efficace et que c'est proportionné au risque sanitaire actuel sans revenir sur le passé ? Je pense que, enfin moi j'ai personnellement une pensée pour tous nos commerçants, nos restaurateurs, nos hôteliers, nos TPE, nos PME, qui ont fait tous les efforts qui leur ont été demandés depuis le mois de mars, vraiment tous les efforts. Certains, je connais certains restaurants dans les Yvelines qui ont par exemple décidé de rester fermés même après le déconfinement, qui n'ont rouvert qu'au mois de septembre, qui ont pris des mesures, qui ont investi, qui, parallèlement à ça, n'ont pas reçu d'aide, parce que les aides, pour obtenir les aides, c'est une sorte d'usine à gaz, et finalement bien peu d'entreprises les obtiennent. Et là, on se retrouve avec un nouveau confinement. C'est vraiment un coup de massue supplémentaire et peut-être définitif pour un certain nombre d'entreprises. On aurait pu leur faire confiance et laisser ouvrir, selon vous, les commerces ? Oui, quelle est la cohérence de ces mesures quand on décide de fermer le commerce d'un coiffeur et qu'on laisse ouvert des supermarchés ? Quelle est la cohérence ? Donc effectivement, à juste titre et de manière tout à fait légitime, tous ces petits commerçants qui constituent le tissu économique de notre pays sont révoltés, sont en colère. Et moi, personnellement, je les comprends, je les soutiens, et je suis totalement atterré aussi de voir notre identité détruite à ce point-là, parce que c'est vraiment la destruction de notre identité locale. Hein. Vous réclamez du coup, je suppose, avec ce que vous dites, la réouverture dans 15 jours de ces commerces, puisque la situation sera réévaluée tous les 15 jours avec cette fenêtre ouverte hier jeudi soir par le président de la République en disant que dans 15 jours, certains commerces pourraient rouvrir. Vous appelez à cela ? Je n'ai pas, malheureusement, et Marine Le Pen, la présidente de notre mouvement, l'a dit hier, lorsqu'elle a participé à la réunion avec le Premier ministre, malheureusement, nous n'avons pas toutes les informations. Donc il est difficile pour nous de pouvoir analyser de manière correcte la vitesse à laquelle se répand le virus, quels sont les chiffres exacts de contaminés, quels sont les chiffres exacts de décès. J'ai vu il y a quelques jours qu'on annonçait, je crois que c'était hier, plus de 500 morts dans la journée, et ensuite on a su que finalement dans ces 500 morts il y avait un certain nombre de rattrapages, 288 rattrapages. Donc quels sont les chiffres exacts pour pouvoir analyser correctement la situation, prendre les bonnes mesures? Ça, à notre niveau, nous ne le savons pas, et nous pouvons regretter qu'effectivement le gouvernement ne fasse pas confiance aux différentes oppositions, parce que ça n'est pas simplement le Rassemblement national qui est sevré d'informations, ce sont toutes les oppositions. Je crois que la France insoumise a également dit que les informations ne lui arrivaient pas, Debout la France également. Donc voilà la manière que le gouvernement a de traiter un sujet aussi sérieux que cela, le sujet sanitaire, mais également le sujet des libertés fondamentales, avec une opposition démocratique. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais aborder un sujet, c'est les prochaines élections qui pourront peut-être se maintenir en mars prochain, on ne sait pas encore. Est-ce que vous serez, vous, candidat, Laurent Morin, en tant que responsable départemental du Rassemblement national, à ces élections départementales ou régionales ?
Oui, vous faites bien de dire que pour l'instant, nous ne savons pas si ces élections auront lieu. A priori, les élections régionales et départementales devaient avoir lieu en mars. Elles devraient toujours avoir lieu en mars. Le décret n'est toujours pas passé. Je crois que plusieurs options sont sur la table du gouvernement par rapport à des reports d'élections. Est-ce qu'il reste très peu de temps? Est-ce que vous serez candidat, que ce soit en mars ou au mois de juin ou en septembre prochain? Vous le saurez très prochainement. Pour l'instant... vous avez une critique très dure de la gestion du département, notamment par Pierre Bédier. On n'a plus le temps forcément de l'évoquer, mais c'est vrai que vous êtes un opposant, en tout cas, via les réseaux et Internet à Pierre Bédier. Oui, bien entendu, mais Pierre Bédier... un certain nombre le président du département des Yvelines, ancien maire de Mantes-la-Jolie, condamné par le passé par la justice, également président des Républicains pour la Fédération des Yvelines chez les Républicains, donc. Et bon, ce monsieur a énormément de responsabilités dans un certain nombre de phénomènes qui se produisent actuellement en France et en particulier dans les Yvelines. Je tiens à le dire, les Yvelines sont particulièrement touchées par le phénomène de l'islamisme et du terrorisme, et donc effectivement nous serons ses opposants. Pour l'instant, aucun candidat n'est investi pour les Yvelines, mais vous le saurez très prochainement. Et on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion justement de ces élections. Merci Laurent Morin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le responsable départemental du Rassemblement National. Merci encore d'avoir participé à cette hebdo politique sur Radio Sensation. Cette émission était évidemment à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.